Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de développement kernel sous Linux et sous des kernels modernes. Alors oui, ça va être du développement kernel. On va un peu toucher au rootkit, c'est-à-dire que on va développer des modules kernel qui vont un peu retracer les techniques utilisées par les rootkits. Mais tout cela en fait, on va pas dev un malware, c'est-à-dire que je vais réutiliser les mêmes techniques qu'utiliser les rootkits pour se dissimuler, mais par contre, sans avoir l'aspect malveillant, c'est-à-dire sans mettre une backdoor ou un keylogger ou autre chose. Bien sûr que je vais simuler, je vais développer quelques fonctionnalités comme ça pour mon rootkit pour, comment dire, dans cette série de vidéos, je vais partager la vidéo entre le développement d'un, ça sera tous les deux de toute façon du développement kernel, le développement d'un programme qui fera office de rootkit entre guillemets, qui fera des pseudo-actions malveillantes, et un autre programme qui aura comme but de le détecter et potentiellement d'éradiquer le rootkit. Donc c'est-à-dire que je ferai des actions malveillantes que dans le but de me faire plus ou moins remarquer. Du coup, on va avancer au fur et à mesure et on va arriver au bout d'un moment avec deux programmes qui pourront, dont un sera un rootkit plus ou moins abouti, qui ne sera pas malveillant, du coup ce sera plutôt un module kernel qui se dissimule, et un autre qui sera assez avancé pour trouver des modules kernel malveillants. Du coup ça c'était pour la petite présentation. Maintenant je vais plutôt présenter ce que c'est un rootkit spécial dédié à arrobas. Un rootkit en fait c'est un bout de code malveillant du coup pour le cas du rootkit, mais qui contrairement aux autres malwares, il va s'exécuter en kernel. Là tout de suite les grands mots. Du coup c'est une catégorie de malware. Cette série elle va, comment dire, elle va plutôt, on va vraiment tâter beaucoup à de l'analyse de malware, mais sans vraiment analyser, c'est-à-dire qu'on va décortiquer les techniques utilisées par les autres rootkits dans le but de les refaire en fait, de les retracer et de voir si on peut pas, comment on peut porter ça sur des kernels modernes, etc. Et du coup, oui, j'ai pas de kernel de userland et de kernelland, donc si vous suivez cette vidéo, c'est que vous avez forcément des petites notions, ou si vous êtes totalement débutant, j'essaierai de vous guider. Mais quand même, avoir une connaissance en C, je pense que c'est quand même assez utile. Du coup, là, on a un petit schéma très rapide avec votre application qui s'exécute normalement, par exemple un simple hello world qui s'exécute en userland, hein. Donc vous le compilez normalement, voilà. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que votre programme en userland, c'est pas lui-même en fait qui va accéder au module hardware. C'est pas lui-même qui va accéder au matériel hardware. Il a fait une requête au kernel pour que lui il gère le hardware. En fait, le hardware c'est un bien gros mot. Il va gérer beaucoup de choses. Tout ce qui est plus bas niveau, il va le gérer en fait. Et du coup, le principe c'est que, imaginons vous faites un printf. Votre printf il va tout simplement appeler un appel système entre guillemets. Non, il va appeler un syscall, un appel système. Donc il a fait une requête au kernel. Le kernel va traiter l'appel système, il va parser les arguments, c'est-à-dire que sur les arguments que vous lui avez donnés, il va exécuter des actions particulières. En fait, il faut voir un appel système comme une fonction qui est la base en fait de votre système d'exploitation, c'est-à-dire que, comme un ensemble de fonctions qui est la base de votre système d'exploitation. Donc c'est-à-dire que vous avez le syscall write qui écrit dans un fichier ou qui écrit dans notre terminal. Donc là pour le hello world, peut-être que si je fais un man write, non, man read, donc voilà,
c'est un syscall, on peut l'appeler directement en C. Il retourne un CST, ok. Donc il prend un argument, un file descriptor, un pointeur vers un buffer et un entier qui est en fait la taille à lire. Et du coup, ça c'est pas une fonction de l'ellipse en fait, c'est un syscall. C'est-à-dire que si vous mettez ça dans votre programme en C, ça va marcher, mais contrairement à ce que vous voyez dans l'exemple, en fait, il va directement call le kernel. Il va pas passer par les fonctions de l'ellipse. Mais par exemple, votre fonction scanf, je suppose que elle va appeler read. Donc ça ça vous explique un tout petit peu plus que ce qu'est le kernel, mais plus généralement le kernel en fait c'est votre système d'exploitation en fait. Votre système d'exploitation, c'est pas juste certaines applications qui font que vous avez votre bureau, etc. En fait, c'est tout ce qui va faire la transition entre la couche software, enfin, non, pas la, en fait, qui va faire une transition entre votre userland, votre application qui s'exécute en userland, et vos composants physiques. Et du coup, ça va être du coup le kernel. Et le kernel, du coup, tous les processus qui vont s'exécuter dans le kernel, la plupart vont être natifs à votre système d'exploitation. Donc ça peut être ça, mais pas que. Par exemple, vous pouvez avoir à installer un driver qui va s'exécuter en kernel land parce que vous avez besoin de lui pour un certain composant physique que vous ajoutez à votre PC, par exemple. Donc ça, c'est un exemple. Donc faut retenir que le kernel, c'est une couche qui permet d'accéder aux composants physiques finalement. Elle est essentielle, donc en fait on peut l'assimiler à son système d'exploitation. C'est pour ça qu'on voit que c'est Tux. Donc oui, il y a ça. Là le schéma il est quand même assez explicite. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est les syscalls, hein, les appels système. On verra plus tard pourquoi. Et du coup, je parlais de rootkit parce que votre rootkit, contrairement à beaucoup d'autres malwares, il va pas s'exécuter en userland. Donc pourquoi il ne va pas s'exécuter en userland? Tout simplement parce que maintenant les protections sont beaucoup plus importantes, que votre antivirus il va plutôt aller regarder en userland qu'en kernel land, etc., etc. On peut parler aussi d'autres choses, hein. On peut parler de cheats qui sont plutôt utilisés, qui permettent de se loader en kernel land pour bypass des anti-cheats, etc. Enfin, il y a beaucoup d'utilités. Et être en kernel land, ça permet, comme je vous l'ai expliqué, d'être à la base du système d'exploitation. C'est-à-dire que si on gère bien son coût, on peut vraiment faire des trucs très vicieux. Là, je m'explique, c'est-à-dire que vu que le kernel, comme je vous l'ai dit, tous les processus en userland, tous sans exception, ils vont faire appel au kernel au bout d'un moment. Et ça fait que quand vous pouvez contrôler le kernel, entre guillemets, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et notamment, comme vous l'avez vu, la SCI, la Syscall Interface, si vous arrivez à la contrôler, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. Bon, en tout cas, il peut se passer des choses très intéressantes. Du coup, le principe du rootkit, c'est que il va être mis dans le kernel, injecté dans le kernel, dans le but de pouvoir évoluer différemment. Et on peut aussi parler du fait que, notamment, le dev d'exploit en userland, c'est bien, mais en kernel land, c'est mieux. Pour plus ou moins les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'en userland, il y a beaucoup plus de protection, etc. Et qu'en kernel land, vu que c'est un domaine, c'est un peu le background de votre OS, c'est plus ou moins protégé, c'est aussi moins, c'est assez background de votre OS. Du coup, c'est quelque chose qui est moins assujetti à une protection ou à une surveillance. Et du coup, ce qui va être intéressant, c'est que quand on va développer notre rootkit, en fait, c'est pas vraiment un rootkit, c'est notre KLM qui va essayer de se dissimuler. Donc pour ça, on verra plusieurs techniques.
On va aussi dev un autre programme qui va lui aussi s'injecter en kernel land pour essayer d'inspecter tous les comportements des processus en kernel land, ainsi que d'autres choses, et potentiellement détecter notre KLM malveillant. Du coup, il y a ça. Ou détecter notre KLM qui veut se dissimuler. Du coup, c'est assez intéressant. Ce qu'on va faire pendant toute cette série, c'est principalement du dev kernel. C'est-à-dire qu'on va pas développer en userland. Là, comme vous le voyez derrière, c'est le code qu'on va voir dans cette vidéo. On va pas inclure stdio ou des autres. Je vais ouvrir un fichier qui est fait pour s'exécuter en userland. Donc là, je sais pas, je peux même penser, voilà. Donc on voit les entêtes standards pour userland. Standard input output, standard lib, string, voilà, enfin la base quoi. Et bon, là c'est vraiment différent. C'est la première différence qu'on peut noter. Mais bien sûr, c'est important aussi de remarquer, comme je vous l'ai dit, tous vos programmes en userland, au bout d'un moment, l'exécution va basculer en kernel land pour exécuter les syscalls, etc. Au niveau de à quoi ça va ressembler en mémoire, donc de la stack et tout, ça va être le schéma va être plus ou moins le même en kernel land, c'est-à-dire que en kernel land, chaque processus, en kernel land vous aurez aussi une stack, etc. C'est pas magique le kernel land, hein. En gros là c'est très grossi, mais c'est un userland amélioré avec plus à part que il gère tout le monde en fait, vu que c'est votre système d'exploitation. Donc oui, il y aura une stack, oui, il y aura des registres, etc. Une stack dédiée, oui. Mais tout ça, on le verra dans la prochaine vidéo quand on verra les adresses virtuelles, etc. Et comment ça marche. Du coup, j'ai pas trop envie de rallonger la vidéo. Voilà. Du coup, on va déclarer 3 entêtes basiques. Syscall.h pour mon sysclose ici. Module.h pour l'initialisation de mon module et la destruction. Kernel.h c'est pour mon kernel ici. Mais voilà. Du coup, la structure d'un KLM. Mon KLM, kernel loadable module, tout simplement parce que c'est un module kernel qui va se mettre en mémoire dans le kernel directement. Enfin, le mot injection est peut-être pas le bon. Oui, il va se charger en fait dans le kernel. Du coup, la structure d'un KLM, c'est quoi? C'est une initialisation et une destruction. Donc jusque-là, c'est clair. Une initialisation et une destruction. Comment on va pouvoir définir cette initialisation et cette destruction? Grâce à module init et module exit. Donc on met module init la fonction d'initialisation, module exit la fonction de destruction. Jusque là, je pense que j'en ai pas perdu beaucoup. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va un peu regarder la fonction d'initialisation. On voit que c'est en statique. Dans notre KLM, tout va plus ou moins être en statique pour qu'on puisse, comment dire, du coup pour étendre la portée, ce qui est logique, mais mes variables par exemple j'ai défini directement en statique en haut. Non, du coup c'est une adresse, c'est une habitude à prendre quand on dev un KLM. Moi perso c'est comme ça que je fais. On voit qu'il n'y a pas de printf, pourquoi? Parce qu'on n'a pas inclus stdio. On a inclus kernel.h, du coup c'est un print kernel, je suppose. Qu'est-ce qui va se passer? Votre module il va être mis en mémoire. Du coup, comme je vous l'ai expliqué, c'est plutôt tous les processus qui tournent dans le kernel nativement entre guillemets, ils sont spécifiques. Enfin,
c'est directement les process de votre système d'exploitation, c'est-à-dire que c'est des process natifs à votre système d'exploitation. Du coup, ce qui se passe, c'est que on n'est pas censé, il n'est pas censé s'interfacer directement à votre console. Il va faire des prints dans des fichiers de log, etc. Mais pas vraiment dans votre console. Du coup, quand on fait un print K, qui est le print en userland, en kernelland, le print il va s'afficher dans certaines dans certains fichiers que je vais vous présenter. Non, c'est pas ça. J'aurais pu faire history, mais ouais, dans syslog. Donc en fait, syslog, c'est /var/log/syslog. À chaque fois qu'on va avoir un print K, donc c'est tout ça c'est des print K de processus kernel qui ont fait un print K parce que c'était du debug ou des infos intéressantes. Donc là je vois rien de particulièrement intéressant, mais ça reste important. Donc c'est pour des bugs, c'est pour si on a un problème on peut regarder syslog, voilà. Donc il y a /var/syslog, donc j'ai fait un tailf pour le garder ouvert. Ça va nous être intéressant quand on va lancer notre KLM et qu'on pourra voir le print directement, vu qu'on le garde ouvert. Sinon ce que j'utilise aussi c'est des messages. Ah non, c'est pas ça, non. Des messages. Du coup, c'est ça du message. Alors, pareil, quand on va faire un print K, donc là j'ai fait des petits tests avant. J'ai fait un hello world, etc. Du coup, c'est aussi, si on fait un des messages, on pourra voir ces print K. Donc ça, c'est au niveau de l'interface avec l'utilisateur. Je pense que c'est important de le dire. Du coup, voilà. En fait, vous voyez que déjà à partir de maintenant, que ça se présente quand même comme un programme assez particulier par rapport au userland, mais ça reste compréhensif. Du coup, je vais continuer à commenter. Pour l'instant, je vais pas m'attarder sur cette fonction, ni sur ça. Juste donc là, on fait des print K, on fait des comparaisons comme en userland, rien qui change. Donc là, vous avez vu, c'est la fonction d'initialisation, comme je l'ai dit, et la fonction de destruction, c'est-à-dire que quand on va enlever ce module kernel du kernel, quand on va le déload, l'unload, quand on va le décharger, il va tout simplement exécuter ses instructions. Du coup, j'ai fait un print K, pas de return vu que c'est par défaut la fonction d'instruction est de type void, du coup aucun problème. Moi j'ai fait un print tout simplement. Donc c'est à dire que quand je vais le décharger de la mémoire, du kernel, il va faire mon print goodbye world dans soit syslog, soit où je pourrais quand même le voir grâce à des messages. Du coup il y a ça qui est important. Ça on va pas le voir. Donc maintenant les commandes pour compiler et et tout simplement pour mettre en mémoire votre KLM. Alors j'ai fait un makefile, je vais pas m'attarder dessus, parce qu'on a pas mal de choses à voir. Donc ça c'est mon rootkit, c'est mon fichier. On va dans /lib /module, donc ça c'est sur la version de mon kernel, /build. Et très important, la commande modules pour pouvoir compiler le module. Donc ça, vous regarderez sur internet, il y a beaucoup de sites qui expliquent, mais je mettrai des liens en description. Je trouve pas ça intéressant de commenter le makefile maintenant. Du coup on fait un make vu que c'est un default. Du coup on voit qu'il a fait un make, c'est la version de mon kernel. D'ailleurs je suis en 4.x, du coup c'est vraiment un kernel moderne.
en 64 bits logiquement. Quand on voit qu'il n'y a eu aucune erreur, il s'est compilé normalement. Aucun problème. Parfait. Du coup, on va avoir 2 commandes pour mettre en mémoire un module. Mode probe, je sais pas si... Donc ça, c'est la commande la plus avancée en fait. Moi, j'ai tendance à utiliser l'autre, mais... Donc on peut faire plein de choses avec mode probe. Il est plus intelligent, entre guillemets. Et sinon, il y a INSMode. Du coup, c'est ce qu'on va utiliser. INSMode, en fait, on a juste à mettre... à appeler INSMode avec les droits routes. Et là, on met notre rootkit.ko. Parce que, ça c'est important aussi, quand on va compiler notre module, on va avoir, ce qui va résulter de la compilation, un .ko. Donc ça, kernel, logique. Donc ça, c'est pas important les extensions, mais c'est, comment dire, c'est des conventions sous Linux. Parfait. Du coup là, on voit qu'il ne nous a rien print, ce qui est logique, parce que comme je l'ai dit, c'est pas censé être visible par l'utilisateur. Mais si on fait notre tail, ouais, je vais taper -f/var. D'abord on fait des messages au pire. Il lag. Ah non. Oula non. Non. Oh, j'ai chaud. Non, en fait, je suis intelligent moi. Ah, j'ai crash. Ouais. Bah oui, j'ai crash. Mais en fait, j'ai pas le bon module, je suis trop fort. Oui, puisqu'il s'appelle rootkit.c. Du coup, ça va donner un rootkit.ko. Et du coup, j'ai load le mauvais module. Là, si on fait un des messages, on voit notre hello world avec getting syscall with call sims. Donc, c'est ça. Donc là, c'est normal, il n'y a aucun problème. C'est parfait. Donc là, voilà. Si je rm mode, donc là, si je fais tab, il va directement reconnaître que c'est rootkit que je veux delete. Ça marche, logiquement. Je refais un des messages et on va voir qu'il va finir... ouais, bon, ça c'est normal. Il a call cette fonction maintenant. Et il a print goodbye world. Donc ça c'est intéressant. Ah oui, c'est vrai. J'aurais pas dû. Parce qu'en fait l'autre module kernel que j'ai exécuté, c'était un ancien test que j'avais oublié de del. Pour plus faire de bêtises. Du coup, on a vu que ça marchait très bien, ça nous faisait des bons prints, c'est très joli. C'est intéressant, c'est sympathique. Du coup, maintenant on va essayer de voir quelque chose d'un peu plus avancé. Je sais même pas si je vais commenter pour l'instant ce code. On va plutôt repartir à la base de... Je vous ai parlé des syscalls. Je vous avais dit plusieurs choses. Donc, votre code en C, vous pouvez directement appeler des syscalls dedans. Donc, comme on l'a vu avec le syscall read. Mais plus généralement, quand vous appelez une fonction de libc, cette fonction de libc va être retranscrite en assembleur. Et ce code assembleur va appeler... Enfin, d'ailleurs, non, cette fonction de libc va très sûrement
call des syscalls. Et du coup, en assembleur, qu'est-ce qui va se passer quand le code va être compilé? Le code assembleur qui va en résulter, ça va tout simplement être, au moment de l'appel du syscall, une interruption. C'est-à-dire, donc maintenant sur des processeurs modernes, ça va être le mot-clé syscall, la mnémonique syscall, et du coup ça va provoquer une interruption, et ça va faire basculer votre programme en userland en kernelland. Du coup ça c'est incroyable. Votre simple programme qui est en userland, il va passer en kernelland. Donc c'est pas tout à fait ça en fait, c'est juste que les arguments que vous avez donnés à votre appel système, donc là on a vu pour le read fd, le pointeur vers le buffer et la taille, ça va être mémorisé et ça va passer, enfin on va passer sur SCI, la System Call Interface. Donc c'est à dire que par exemple vous avez demandé le syscall read, donc read il me semble c'est le syscall numéro 7, il me semble, et du coup qu'est-ce qui se passe? Donc oui, ils ont un numéro, on y reviendra plus tard. Et donc en fait, votre syscall table qui va permettre d'interfacer vos syscalls, c'est juste un tableau de pointeur vers des fonctions, et chaque fonction va représenter un syscall. Vous imaginez donc que si j'incrémente, vu que c'est un tableau de pointeur, chaque index va correspondre à un numéro. Et c'est ça, chaque syscall number en fait, que vous allez indiquer dans votre code en assembleur, etc. Du coup, vous commencez à sentir le truc intéressant. Ce qui va se passer, c'est que comme je vous l'ai dit, le kernel, il interface tous les autres programmes qui peuvent tourner sur votre système d'exploitation. Donc à partir du moment où vous bossez, il interface tout. Du coup, le truc, qu'est-ce qui va se passer, c'est que si on arrive à modifier ces appels système, on peut vraiment changer beaucoup de choses. On peut vraiment changer la donne, du coup. C'est un peu la force du rootkit. Et du coup, c'est ce qu'on va faire, on va faire un KLM qui va modifier cette syscall table. Du coup, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Donc, votre système call table, votre syscall table, elle va tout simplement avoir une adresse. Alors, me diriez-vous pourquoi elle aurait une adresse? Tout simplement parce que vu qu'elle pointe vers des fonctions, c'est quand même mieux qu'elle soit mappée quand même. Voilà. Non mais, je tiens à le dire. Non mais, c'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément, ça vient pas comme ça, forcément, mais voilà, elle a une adresse tout simplement parce qu'elle pointe vers des fonctions qui doivent recevoir des arguments, donc forcément qu'elle est mappée. Forcément qu'elle a une adresse. Oui, quelque chose. Ouais, du coup, la syscall table a une adresse. Elle est quelque part dans la mémoire. On y reviendra plus en détail dans la prochaine vidéo. Et du coup, ce qui est intéressant, ce serait pouvoir faire que. En fait, finalement, c'est juste un tableau de pointeurs, en fait. Qui sont. Voilà, un tableau de pointeurs, disons. Qui pointent chacun vers des fonctions. Et du coup, pointer vers une fonction, ça veut dire quoi? Ça veut dire pointer vers son adresse. Du coup, je vous laisse imaginer que pointer vers son adresse, c'est sympathique si on remplaçait une adresse par une autre. C'est cool ça, non? Et du coup, c'est le principe du hooking en fait. Le hooking, ça va faire quoi? Ça va faire que on remplace ce qui est pointé à l'index 7, par exemple pour read, par une autre adresse qui va être en fait une adresse modifiée qui va être une fonction qu'on a créée. On va prendre son adresse et on va la mettre à la place de l'adresse de read. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où on a fait ça, chaque fois qu'un processus va demander au kernel ah bah vas-y, fais-moi voir ta syscall table, fais-moi voir ce qui est pointé à l'index 7, oh là là c'est une fonction,
oh bah je vais donner tous mes arguments à cette fonction vu que c'est celle qui est demandée. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va, chaque fois que un programme appelle le syscall-read, il va exécuter notre fonction. Enfin, vous commencez à comprendre le truc assez intéressant. Et du coup, c'est pas si compliqué que ça. Et ça nous permettrait de tracer en fait, enfin, d'avoir un contrôle sur quasiment tous les process, parce que beaucoup de processus utilisent le syscall-read. Mais il n'y a pas que le read comme syscall. Il y en a plein. Du coup, ouais, c'est quand même assez intéressant. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir faire des choses intéressantes comme pouvoir modifier le comportement de pas mal de programmes pour potentiellement nous dissimuler et faire plein d'autres actions incroyables. Du coup, première étape, trouver l'adresse de la syscall table. Donc ça c'est intéressant. Voilà. Alors, on va dans slash boot, ok. Slash system.map, ça va nous donner, comment dire, l'adresse de tous les symboles en fait. Donc là on met la version de notre kernel. Ouais, c'est énorme, hein. Je vais pas tout print. On va juste faire un grep sur syscall table. On récupère deux adresses. Donc là, me diriez-vous, oh tiens, on prend cette adresse, on la met là-dedans. Non, pas bonne idée. Tout simplement parce que ça marcherait juste pour nous. Du coup, ça serait pas du tout portable si on portait sur notre machine. Mais aussi que ça, c'est l'adresse avec la KSLR qui est le kernel address space layout randomization. Et du coup, ça va pas nous donner une véritable bonne adresse. Du coup, pas ouf. On va utiliser une autre fonction qui s'appelle KAllSyms lookup name, qui est pas forcément présente directement dans votre kernel. C'est pour ça que en fait, ça va chercher les symboles qui ont été plus ou moins laissés à la compilation. C'est-à-dire que quand votre kernel a été compilé, il y a une option qui a été set ou pas, et qui fait qu'il dispose de symboles ou pas. Mais j'ai découvert qu'avec avec INSMod, on pouvait lui dire, bon bah, tu vas même si mon kernel il possède plein de symboles, tu me mets un K, et comme ça, je vais donner tous les symboles à mon... Enfin, en gros, ça permet de forcer l'utilisation de symboles. Enfin, non, pas l'utilisation de symboles, mais si votre kernel n'a pas de symboles, ça va permettre d'utiliser quand même cette technique. Du coup, il y a encore une autre technique qui marche, enfin, que j'ai pas vraiment réussi à implémenter, qui est d'itérer sur une plage d'adresse. Mais moi, ça me mettait des codes access, du coup, pas ouf. Donc là, on fait la technique plus facile, hein. On va chercher à partir des symboles. Donc ça, c'est vraiment mon OS, hein, donc j'arrange rien du tout. Hein. Et non, pas new names. Du coup, le truc, c'est que on lui donne quoi comme argument? On lui donne syscall table. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, vous avez vu deux choses. Syscall table et il y a 32 syscall table. En fait, syscall table, c'est la syscall table en 64 bits. Et il y a 32, c'est celle en 32 bits. Du coup, c'est pour ça que les syscalls sont différents en 32 et en 64 bits, etc. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est celle en 64 bits. Ça, vous en doutez bien. Voilà. Du coup, on lui donne ça, directement une string. Parce qu'en fait, un symbole, c'est juste un nom associé à une adresse. Donc finalement, voilà. Du coup, on lui donne ça. Il va envoyer quoi? Il va envoyer une adresse. Cette adresse, on va la cast en unsigned long table pointer. Oui, du coup, en fait, c'est un table pointer de longue non signée. C'est c'est le type pour les adresses en fait. Enfin non, c'est pas vraiment le type pour les adresses, mais c'est un bon type si on veut caster une adresse. Du coup, en fait, il va nous renvoyer une adresse et on va en faire un table pointer. C'est-à-dire que vu qu'on sait que à syscall table de 0, vu
on sait que A6 on sait que c'est notre premier c'est l'adresse du premier syscall. Enfin, c'est l'adresse de la première l'adresse de la fonction du premier syscall. Et ben en fait ça va faire que c'est un tableau de pointeurs, c'est-à-dire que à syscall de 0 il contient une adresse, à syscall de 1, etc. Bon, voilà quoi, c'est faut se dire le truc comme ça. Du coup, pourquoi c'est un tableau de pointeurs? C'est-à-dire que c'est comment dire, c'est un tableau qui contient que des pointeurs vers des fonctions quoi. Donc il y a ça, voilà. Voilà. Un tableau qui va contenir beaucoup d'adresses. Du coup, on fait un static unsigned long SCT. Du coup, on déclare statiquement pour que ce soit accessible partout un tableau d'unsigned long. Donc on va l'appeler SCT syscall, ok. Donc on initialise, du coup ça va renvoyer bien le bon type, etc. Ok, c'est bon. Donc théoriquement c'est bon. Mais on vérifie quand même que ce qui est pointé à l'indice... Enfin du coup on a un tableau à partir de là. Enfin c'est simple mais j'essaie d'être le plus clair possible. À partir de là, on a SCT. C'est un tableau de pointeurs en fait. Donc, à SCT de 0, je vous l'ai montré, on a l'adresse de la première fonction qui pointe vers sa première instruction. Du coup, on check que à l'indice de nrclose, donc ça, nrclose c'est le syscall number pour close. On regarde que ça soit bien égal à l'adresse de close en fait, qu'on va cast en unsigned long, vu que nous c'est un tableau de pointeurs d'unsigned long. Donc voilà. S'ils sont égaux, ça va être un 0, et s'ils ne le sont pas, ça va être un 1. C'est pour ça que j'utiliserai ce qui est un anti statique. J'utilise aget_sctddr qui est en void, hein, parce qu'elle prend rien comme argument. Elle n'a pas besoin, elle fait directement avec symbole. Du coup, si il est égal à 0, on print syscall_found at et là on print sct. Et sinon, on fait un print k, syscall table. Du coup, on fait un lx par un ln parce que il supporte pas les ln, vraiment. Et voilà. Et on fait return 0 vu que c'est quand même un int. Voilà. Donc ça, jusque là, je pense qu'il n'y a pas de problème. On pourrait faire autre chose. Ouais, on va faire autre chose. C'est que pour être sûr que ça marche vraiment, 6 close dans 6. On va print le sysclose dans syscall table et le sysclose en vrai entre guillemets. Oui, quelque chose d'important que j'ai oublié de dire. On peut pas faire cette notation si on n'a pas inclus syscall.h. Ça c'est important. On pousse en x, hein, tout simplement. Et on va donner quoi? On va lui donner... ouais. Et non mais du coup non. Bon, on fait un copier-coller.
Parfait. Parfait, parfait. Du coup là c'est on va mettre ouais. Là. On met tout simplement le vrai. Et là on va mettre c'était de NR close. On n'oublie pas les points de virgule. Et voilà. Donc toi bon ça devrait être la même chose hein, mais on n'est jamais trop sûr. Enfin mec, il nous donne pas d'erreur, il nous donne pas d'erreur. Bah oui, non, non, c'est pas une erreur, c'est juste que lui il veut le mettre en LN, mais c'est pas possible en LN. Du coup, on refait la même chose. Donc là, ah bon, c'est pas grave, je vais faire à la main. Point KO. Message. Ok, donc là, il m'a vraiment pas respecté quoi. Oui, il m'a pas respecté. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un sous la mode. Ouais, du coup, là, on a tout. Donc, on a bien notre print. Syscall table found at. On voit quelque chose d'incroyable, c'est que le sysclose dans la syscall table est le même que celui dans la. Le syscall table. Dans le sysclose dans la syscall table, c'est-à-dire close. D'ailleurs, on pourrait mettre un 0x. Sysclose dans la syscall table est le même que sysclose que le vrai en fait. Du coup, c'est rassurant. On fait un code byword. Quelque chose d'important. Oui, ça je l'ai pas dit non plus. On part faire un carnet info, c'est mieux. En fait, il y a plein de possibilités. On n'est pas obligé de mettre carnet info, mais il y en a plein d'autres. Je vous mettrai des liens dans la description. Donc c'est suivant comment on veut qu'il soit print, à quel comment dire, avec quelle importance il veut qu'on traite son message, etc. On va faire un make peut-être avant. Voilà. Donc on nous a toujours pas respecté. C'est incroyable. Hein. Donc là je sais pas pourquoi il fait ça. Donc là, Cisco table found at. Et là on a l'adresse de notre Cisco table. Sysclose found dans Cisco table. On a la même adresse. Sysclose. Voilà. Donc voilà, c'était juste ça. On a réussi à get à l'adresse de la Cisco table. Du coup, maintenant, il y a un truc un peu plus tricky à faire, c'est que notre Cisco table, on peut pas la hook comme ça. C'est pas si facile que ça. En fait, par défaut, notre Cisco table, elle est en read only. Du coup, on va pas pouvoir trop s'amuser, c'est ce que je veux dire. On va devoir éditer les protections, il y a pas mal de possibilités. Ouais, il y a pas mal de possibilités. On verra plus tard. Ouais, on verra dans la prochaine vidéo comment on bypass pas, on va juste éditer les droits d'accès. Et à partir de là, on pourra commencer le hooking véritable, ça va commencer à devenir vraiment marrant. Du coup, je vous retrouve dans une prochaine vidéo assez rapidement, je l'espère. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à joindre le Discord qui sera dans la description et salut.